Bonjour à tous et bonjour à tous. Artedas est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre nouveau webinaire consacré à Allegro System Capture. Je suis Laurent Cahuac et avec mon collègue Stéphane Bouquet, nous allons être vos hôtes pour cette heure, l'heure de ce webinaire. De mon côté, j'aurai le rôle de Monsieur Loyal et Stéphane, le rôle du démonstrateur expert. Pour votre information, nous sommes aussi supportés et accompagnés par nos collègues Luc Serrault et Olivier Nguyen, qui répondront à vos questions au fil de l'eau, les questions que vous pourrez poser sur le Q&A de Teams pendant les démonstrations. Voilà. En introduction, ou juste les informations pratiques dont vous avez l'habitude, vos micros et vos caméras sont désactivés. Le webinaire est enregistré. Le lien, comme d'habitude, vous sera renvoyé, du replay vous sera renvoyé dans les prochains jours. Et point auquel on tient, vous pouvez poser vos questions dans l'espace Q&A de Teams. Si à la fin de la session, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, nous reviendrons individuellement vers vous, comme nous le faisons habituellement. Voilà. Pour démarrer, et très rapidement, la session va se passer en trois séquences. Un petit préambule de ma part sur Artedas et effectivement une introduction à Allegro X System Capture. La partie démonstration qui sera menée évidemment par Stéphane, donc avec démonstration sur la création de schémas, le placement intelligent, la gestion avancée des composants, la gestion des versions, la gestion des variants, les analyses intégrées au schéma, audit, analyse de stress, analyse de calcul MTBF, et pour finir, les analyses thermiques et analyses intégrées associées plutôt au PCB. Ça, ce sera pour la partie démonstration et j'espère que nous pourrons, comme le programme est chargé, que nous pourrons nous réserver au moins 5 minutes pour les questions et les réponses. Pour démarrer, juste un petit point sur Artedas que vous connaissez déjà. Vous savez qu'Artedas, nous sommes partenaires, votre partenaire CAO depuis plus de 40 ans, puisque nous avons démarré notre activité avec la société Orcad et donc le produit Orcad en 87. Puis, nous avons continué de cette activité au moment du rachat de Orcad par Cadence en 1999. Et aujourd'hui, chez Artedas, vous savez que nous avons la ligne Orcad et Allegro. Aujourd'hui, Artedas, c'est 700 clients en Europe. Pourquoi en Europe? Parce que nous avons une équipe en Italie. Hein. L'équipe France, c'est 7 personnes. L'équipe Italie est aussi 7 personnes. Pour la France, nous avons une activité donc, de support et d'accompagnement, avec aujourd'hui, en 2025, plus de 600 supports clients traités. Nous sommes centre de formation certifié Calliope, où nous propose une dizaine de formations aux outils, à l'utilisation des outils Cadence, donc Orcad et Allegro. Et nous avons une activité de service avec une partie dédiée migration de projet et accompagnement, et l'autre partie plus orientée par rapport à vos besoins d'analyse de cartes et de simulation. Si on parle d'Allegro, et donc Allegro X System Capture, aujourd'hui Allegro System Capture est la saisie de schéma, l'une des saisies de schéma exactement des suites Allegro. Donc on la retrouve dans l'ensemble des moutures d'Allegro, Allegro X Artist, Allegro X Designer, Allegro X Designer Plus et Allegro X Venture. C'est une nouvelle saisie de schéma conçue pour répondre évidemment aux nouveaux enjeux des conceptions électroniques, et c'est une saisie de schéma qui va prendre la suite de Design Entry HDL. Pour le voir un petit peu différemment, voilà une illustration où aujourd'hui, dans l'ensemble des packages Allegro X, vous avez à disposition 3 saisies de schéma, hein, 3 front-end saisies de schéma, Orcad X Capture CIS, bien connu et qui est partagé évidemment avec la ligne Orcad, Design Entry HDL que je vais appeler la saisie de schéma historique Allegro, et Allegro System Capture. X System Capture. Allegro X System Capture est bien présent depuis maintenant un certain nombre d'années, mais c'est
Aujourd'hui, on va avoir un switch entre design en tri-HDL et Allegro X System Capture, puisque design en tri-HDL est aujourd'hui obsolescent, c'est-à-dire qu'il n'est plus livré avec les nouvelles versions des suites Allegro X. Alors, je parlais même peut-être dans la version 24.1, n'était déjà plus livré. Ça ne veut pas dire qu'on ne supporte pas encore les projets réalisés avec design en tri-HDL, mais aujourd'hui, les nouveaux projets, ils les recommandent de partir avec, évidemment, Allegro X System Capture. Si on veut situer ou positionner les points importants de système capture, donc ce que moi j'appelle les points cardinaux, c'est effectivement une saisie de schéma et un environnement complet pour la conception, orienté évidemment facilité d'utilisation. On va peut-être retrouver un petit peu les choses qu'on avait classiquement dans Arcade, ou cette logique-là, et évidemment axé sur la rapidité, la robustesse et la productivité. Donc ça, on va le retrouver au niveau de la création des schémas, de la conception, de la gestion des blocs hiérarchiques, mais aussi de la gestion et le contrôle des versions, par exemple, la présence d'un éditeur de variants, etc., etc. C'est l'un des premiers éléments, la facilité d'utilisation et la productivité. Le second pôle est la robustesse de votre conception, avec une fonctionnalité, ce qu'on va appeler l'audit d'intégrité de la conception, où il va y avoir une fonctionnalité qui va venir auditer vos schémas, votre schéma, suivant un certain nombre de règles, savoir effectivement si l'ensemble des éléments sont connectés, etc. L'idée, encore une fois, c'est de faciliter la conception et d'assurer sa robustesse au plus vite. Le troisième élément clé, c'est l'apparition d'analyses au niveau schéma, c'est-à-dire que dès que vous êtes au niveau de votre schématique, vous allez être capable de faire des analyses de stress électrique, notamment par rapport à la température, pour voir comment réagissent vos composants. Et vous avez de la même manière une capacité de faire un calcul de MTBF de votre conception. L'idée dans les deux cas, c'est d'être capable de voir au plus tôt les éléments qui, peut-être à terme, ou selon les contraintes de votre projet, peuvent poser problème. Hein, on peut très bien imaginer que ça permet de déterminer au plus juste des composants, comme de voir les composantes qui ne correspondent pas à ce que l'on veut. Donc, c'est des éléments qui sont importants et ça participe un petit peu à la logique, vous savez, on en a déjà parlé avec Cadence du shift left, c'est-à-dire au plus tôt se rendre compte des éléments qui, par la suite, pourraient poser problème. Et on sait bien que c'est par la suite que ça coûte cher quand il y a des changements à réaliser. Et puis, le quatrième point important, c'est la logique de tout en un. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement de conception, donc de saisie de schéma et de conception. Vous allez entendre la logique de II Cockpit, c'est-à-dire que dans le même environnement, dans la même application, vous allez pouvoir aussi bien ouvrir la fenêtre pour votre schéma que, par exemple, pour le PCB ou que pour la gestion des composants. Donc ça, c'est un point important voulu pour système capture, c'est-à-dire l'intégration du domaine composant, ce que j'appelle aussi l'intégration du domaine PCB. Vous allez pouvoir faire l'édition du layout, d'accord, et vous allez pouvoir associer faire réaliser les analyses intégrées par rapport à ça. L'idée sous-jacente, c'est d'être capable de faciliter la communication entre concepteurs, je veux dire les gens un peu du schéma, et les gens qui réalisent la carte. Voilà. Ça, c'est l'un des points importants. C'est-à-dire qu'on va toujours se concentrer peut-être sur la conception, sur le schéma, mais il y a aussi l'ensemble des outils pour modifier ou dialoguer simplement avec les gens qui font la carte. Et ça, c'est l'un des points voulus et l'un des points importants de cette nouvelle génération Allegro X System Capture. Voilà. Donc, après ces 4 points importants, ben, c'est le moment de passer la main à Stéphane pour la démonstration. Stéphane? Oui, bon, bonjour à tous. Donc, partager mon écran. C'est bon là, Laurent? Tout le monde le voit? Parfait, oui. Ok. Alors, avant de débuter la présentation de Allegro System Capture, et notamment l'environnement utilisateur, 2 mots sur la création de projets, de nouveaux projets. Donc, vous pouvez créer des nouveaux projets à partir de projets existants.
ici. Alors, deux projets types existants, donc soit des projets ORCAD capture, soit des projets design entre HDL. Donc là, il suffit d'aller chercher le fichier DSN ou le fichier CPM pour concept HDL. Et vous pouvez également y inclure le BR2, fichier carte, donc comme ça pour avoir l'ensemble du projet. Ensuite, vous avez ici la possibilité de créer un projet from scratch. Et ici, vous avez une petite option là qui va vous permettre de créer un projet d'une toute autre nature, qui est un projet système, où là, en fait, on ne va pas placer les composants, mais on va placer des blocs qui vont pointer sur plusieurs cartes. Et on va faire les connexions via les connecteurs entre ces cartes. Donc, pour avoir une vue globale de votre système. Donc, ici, du système. Donc là, présenter l'interface utilisateur de système capture, donc sous forme de panneaux, il y a différents panneaux à droite, à gauche. Donc là, vous avez à gauche ce qu'on appelle le gestionnaire du projet. On va retrouver toutes les pages du projet. On peut le configurer pour afficher telle ou telle rubrique. Bon, si je veux voir les librairies associées à ce projet, il suffit de sélectionner là. Ensuite, vous avez au centre ici le canevas dans lequel vous allez placer vos composants. Donc il y a une barre d'outils ici qui permet de placer les composants, les fils, les bus, on verra ça après. Et ici sur la droite, vous avez un panneau des propriétés. Donc là, c'est le panneau de propriété de la page, où on peut choisir par exemple d'afficher les points ou les grilles, de choisir le contour de carte, avec votre cartouche, société, etc. Toute la configuration de la page se fait à ce niveau-là. Ensuite, un panneau dans le bas, là, où il y a plusieurs types de fenêtres. Fenêtres de commande, donc on voit que ici, c'est les commandes en TCL. Donc, vous pouvez piloter système capture en TCL, créer des menus, créer des macros, etc., pour créer vos propres fonctions. Vous avez ici le fenêtre de violation, donc il y a des erreurs, ça va s'afficher ici. Et ensuite, session log, donc ça c'est standard. Et là, ensuite, vous avez Unified Search, donc ça c'est le panneau qui permet d'aller chercher les composants dans différentes librairies. Donc il y a les librairies ici, le premier niveau, c'est les librairies globales qui sont définies sur tous les projets que vous allez pouvoir créer. Ensuite, il y a une librairie locale. Et ensuite, vous pouvez aller chercher vos composants sur des plateformes fournisseurs de composants, Samaxis, SnapMagic. Il y a également Ultralibrarian qui est également accessible. Alors ici, donc, vous avez le contenu de la librairie globale. Donc on peut parcourir cette librairie en descendant dans le panneau. Dès qu'on sélectionne un composant, eh bien, si sur le panneau de droite, eh bien, vous avez les propriétés du composant, donc le part type, le part number, etc. Et ici, vous avez les symboles associés. Donc, vous voyez qu'ici, dans système capture, on peut associer plusieurs symboles à un composant. Et on voit également son empreinte. Okay. Donc, pour le placer, bon, on a un petit plus là, donc ça c'est simple. Donc, le composant est attaché au curseur. Je vais bien zoomer pour voir. Pour le placer, voilà, je vais quand même zoomer un peu plus. Alors, quand vous placez un composant, donc toutes ces propriétés arrivent et vous avez des aides au placement. Vous voyez là, pour aligner les composants, il y a des lignes qui apparaissent pour placer correctement vos composants, les aligner, etc. Alors, on peut également faire des recherches à l'aide de filtres dans ces librairies. Donc, il y a un filter et on peut chercher, bon, je vais un peu déplacer là, selon des valeurs. Donc, si je cherche une résistance de 200 ohms, voilà, et ensuite vous cliquez dans le panneau et la résistance arrive, il suffit ensuite de la placer. Okay. On peut ensuite faire des recherches par supprimer les fils pour avoir un peu plus de place, par nom, par un composant qui commence par TC. Voilà, on cherche, voilà, il a trouvé ce composant-là. Alors, je vais le placer, descendre un peu, là, voilà, on peut le placer à partir également du panneau. Alors, ici, vous voyez, le composant a une vue compacte. Vous voyez qu'il y a des broches de type vectoriel. On peut changer de vue et avoir une vue un peu éclatée. Alors, je vais le placer là. Voilà, ici. Alors, quand vous en placez un deuxième, vous voyez tout le temps les barres d'alignement pour placer correctement le composant. Sur un composant, quand vous le sélectionnez sur la page, vous avez sur le panneau de droite les propriétés, donc les attributs. Vous avez son symbole avec les différentes vues. Et ici, vous pouvez décider de mettre un peu plus d'épaisseur, changer les lignes, mettre une couleur, etc., remplir le composant ou pas. Okay. Ensuite,
On peut également chercher les composants dans les librairies fournisseurs sur Internet. Donc là, par exemple, chez Samaxis, hein, bon, je croise les doigts parce que tout à l'heure, il y avait quelques problèmes. On va essayer de rechercher. Je vais remettre tous les composants. Voilà. Donc là, il va chercher dans la liste de mes composants et on peut sélectionner un composant. Là, en principe, ça devrait arriver. Si ça n'arrive pas, on passera à autre chose. Ça n'a pas l'air de vouloir. Donc là, il y a un problème de connexion depuis ce matin avec les US sur leur site. Je vais zapper cette partie-là où je viendrai. Oui, c'est l'effet démo ou l'effet US, on ne sait pas. Alors, si vous ne trouvez pas votre composant dans les librairies globales ou chez les fournisseurs de composants, vous avez bien sûr la possibilité de créer votre propre composant. Alors, soit dans une nouvelle librairie, soit dans une librairie existante. Alors, ici, par exemple, dans une librairie qui est ici, donc on peut voir le contenu de la librairie. Donc ici un composant. Donc, vous voyez que c'est une sorte de tableau, donc on peut récupérer donc tout ce qui est pin-out d'un composant, remplir les sections à partir, par exemple, d'un fichier Excel pour créer rapidement votre composant, avec différentes sections pour les CPLD, les FPGA, pour créer des sections, pour découper le composant en plusieurs parties. Alors ici, je vais créer un nouveau composant. Donc il suffit d'indiquer son nom. Donc, je crée une John Zener. Voilà, donc là vous avez un cadre où vous venez positionner, donc on peut mettre des lignes, des arcs de cercle, des cercles, etc. On va placer une broche, donc là je vais l'appeler 1, donc soit une broche vectorielle, hein. On peut choisir la forme de la broche. Ok, donc là je vais la placer là. Ensuite je vais en placer une deuxième qui est là. Alors vous voyez là, il indique le panneau violation clignote, c'est-à-dire que là, Système Capture interdit d'avoir des broches qui portent le même nom. Donc, il vous le dit, c'est indiqué ici. Donc, vous pouvez cliquer sur Résolve. Il va résoudre pour vous le problème. Okay, donc là, il a renuméroté, il a renommé la broche. Sur le cadre, on peut sélectionner un cadre, le remplacer par des formes. Donc, il y a tout un tas de formes qui sont prédéfinies. Là, vous pouvez créer vos propres formes. Je vais prendre une forme de Zener. On peut ensuite définir sur le composant ici, on va la location pour indiquer le refdes. Donc, je vais mettre première interrogation. Voilà, et on peut positionner le refdes, bon, on va le mettre là. Ensuite, bon, ça, je vais l'enregistrer. On va passer à la définition, par exemple, du package. Donc, ça se fait ici dans ce panneau-là. On trouve les numéros de broche, les sections. Donc là, je vais dire que la refdes, c'est P2D. Et ici, pour définir l'empreinte, c'est le GDEC type, et on va dire que c'est une DO35. Voilà. Donc vous enregistrez ensuite votre composant. Là, il va l'enregistrer automatiquement. Et ici, dans les librairies, si je sélectionne les librairies et que je fais un rafraîchissement, il va en principe me trouver ma petite diode Zener, qui est ici, que je peux placer. Voilà comment on peut créer rapidement un composant. Alors, un outil qui est important dans la plateforme, c'est le Part Manager. C'est un peu le Part Manager de CS, pour les gens qui connaissent CS, qui ont à comparer le design par rapport aux librairies, pour avoir des composants qui sont toujours synchrones par rapport aux librairies. Si jamais il y a des modifications dans les librairies, il faut qu'elles soient remontées au niveau du schéma. Alors, imaginons par exemple là que je vais modifier le nom de la broche. Je vais plutôt essayer de mettre là une broche qui s'appelle C, pour cathode. Voilà. Alors, je vais enregistrer. Alors, si je retourne dans le schéma, on voit que ce n'est pas pris en compte. Là, je vais lancer le Part Manager, qui est juste là. Il va dire ici, qu'il y a un composant qui n'est pas synchrone. On peut voir les détails. Ici, il va trouver ma petite diode. Donc, au niveau du symbole, il a bien vu qu'il avait ici le nom de la broche qui avait changé. On met à jour le schéma, et voilà. Okay. Donc ça, c'est à faire. On peut même le paramétrer, le Part Manager, à chaque ouverture du projet, et comparer par rapport aux librairies, et mettre à jour automatiquement les composants. Ensuite, on va voir comment connecter les composants. Donc, soit on les approche, je vais approcher.
Désolé, le fil est créé. Alors un fil, on peut le sélectionner. On peut, bien sûr, ici, dans ses attributs, le renommer. Voilà. On peut changer son épaisseur. Donc il y a tout un tas de styles. Voilà, mettre son épaisseur, mettre une couleur, etc. OK. Ensuite, bon, il y a la touche W qui permet de créer les fils. Alors, lorsqu'on crée un fil, vous voyez, il y a NetName là qui apparaît là-haut. On peut donner un nom. Voilà. Et ensuite, y placer, par exemple, un symbole pour faire une connexion. Okay. Bon, je fais un zoom. Pardon. Hop, voilà, on est là. Ensuite, on peut créer des bus. Alors, pour créer des bus et les connecter aux composants, une fonction qui est très pratique, c'est de créer des stubs au niveau des composants, donc des petites lignes, des petites connexions, soit en mettant un préfixe sur le nom du pin ou un suffixe, ou en laissant gérer le système. Donc là, il va créer des petites broches qui sont là automatiquement. Et ensuite, pour créer un bus, donc là, je crée mon bus. Voilà. Alors, je peux donner un nom. Donc, c'est ADDR. Donc, c'est le même syntaxe que dans Capture ou dans HDL. Voilà. Et je vais créer jusque là. Voilà, il va créer mon bus. Voilà. Pour connecter ici les pinoches, vous les sélectionnez. Ah, fait. Et ensuite, vous les approchez du bus. Voilà. Donc, soit on compte de 0 à 17, soit de 17 à 0, en reverse. Et voilà, donc là, il l'a associé, il a créé automatiquement très facilement le bus. Objet de connexion un peu plus complexe, les netgroups. Donc là, on va créer un groupe 1 qui permet de placer à l'intérieur tout un tas de types de signaux, soit on connecte on connecte des bus. Donc là, je mets le bus dans le netgroup. Donc on peut mettre des netgroups dans les netgroups. Ici, je vais mettre également ces 3 nets. Donc avant de les connecter, je vais les renommer. Donc là, vous avez un petit tableau comme ça. Vous pouvez même faire des copier-coller d'Excel vers ce tableau-là. Donc là, je vais l'appeler, celle-ci, je vais l'appeler WE. Le net CE. Voilà. Et là, on va l'appeler O. OK. Et ensuite, je les connecte à mon netgroup. Voilà. Alors, si vous laissez en principe le curseur là, il vous indique le contenu du netgroup. Donc, il y a mon bus ADDR, et ensuite, il y a mes trois signaux. Après avoir fait une partie de votre conception, vous pouvez créer ce qu'on appelle une version. Alors, dès que vous faites une sauvegarde, il y a une version qui est créée automatiquement. Mais lorsque vous faites des modifs importantes, vous pouvez créer des versions mineures ou majeures. Donc là, je vais créer une version mineure. Voilà, donc on peut mettre des étiquettes, etc., mettre un petit commentaire, voilà, phase 1 de ma conception, et mineur. On verra tout à l'heure majeur. OK, donc là, je la crée. Et pour voir les différentes versions créées, vous avez ici une version contrôle. On va voir l'arborescence de la conception. Donc, on est parti, on va voir un preview ici, pour voir. Donc, si je clique ici au départ, donc là, c'est vide. Ensuite, on a commencé la conception. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Là, vous voyez, on a créé placé les composants, on a ensuite placé les connexions. Et ici, vous voyez, j'ai créé ma version mineure à partir de la version 1.03. Et la version mineure, c'est 1.1. Okay. Et on voit là, le fil de conception. On peut également comparer une version par rapport à une autre. Ça, c'est également très intéressant. Et ouvrir une version, on verra ça juste après. Pour accélérer la simulation, on peut récupérer des parties de schéma créées dans d'autres projets ou des blocs. Donc, on va voir là, insertion de blocs provenant d'autres projets. Donc, je vais créer une nouvelle page.
être après, voilà. Et je vais placer, importer un bloc. Donc là, on peut pointer, hein, ici, soit sur des fichiers VHDL, design entry VHDL, pardon, ou système capture. Donc là, système capture. Et là, j'ai importé mon bloc des AMP. Alors ici, il y a l'option Read Only, hein, qui est très pratique. Comme ça, vous ne pourrez pas modifier ce qui, à l'intérieur du schéma, le schéma qui est associé au bloc. Importer. Donc ça évite de faire de bêtises. Ensuite, voilà, mon bloc arrive. Donc j'en place un. Ici, le bloc peut être également associé à un module. Hein. Donc là, module, c'est un bout de carte où vous avez déjà placé, routé le schéma associé à ce bloc. Ensuite, on va noter. Donc là, je vais décider de mettre un petit préfixe. Hein. Donc tous les composants vont s'appeler U à quelque chose. Okay. J'en place un deuxième. Et là, je vais mettre un petit B. OK. Donc là, j'arrête là. Et ensuite, on peut descendre dans le bloc. Donc, il est bien en read only, donc vous ne pouvez pas modifier là, le schéma, les connexions, rajouter des composants. Et ici, là, on voit la notation. Donc là, il a quand même modifié la notation, hein, avec le préfixe A qu'il a ajouté. On voit ici, vous voyez que c'est loqué. On ne peut pas faire de modification au niveau de ce bloc. Okay. On peut également importer des pages. Là, donc pareil, soit un projet système capture, soit un projet design entry HDL. Voilà, importer. OK. Donc ça permet bien sûr d'accélérer, on récupère des parties de schéma, d'accélérer la conception de votre nouveau projet. Okay. Donc là, on a terminé la phase 2, donc je vais créer une... non, pas verser ça. D'abord, je vais créer. On va créer la version majeure. Là, la majeure, phase 2. Voilà, vous laissez un petit commentaire. Vous rappelez ce que vous avez fait. OK. Et ensuite, si on retourne dans la version contrôle, là, il a créé à partir... là, c'était la mineure. On a fait les modifs. Il est arrivé ici à phase 2. Alors, si vous voulez repartir sur une version plus ancienne, si jamais vous êtes trompé, vous pouvez l'ouvrir. Ouais, open version. Donc, il va l'ouvrir en mode read only. Ouais, read only. Pour passer en mode edit. Donc là, cette version-là va devenir la version courante. Okay. Donc, si vous l'enregistrez, vous redémarrez sur cette version. D'accord. Alors, on va voir ensuite là l'interaction avec le PCB. Ici, pour l'instant, il n'y a pas de carte. On va créer une nouvelle carte. Donc, on va appeler ma carte, tout simplement. Alors, la carte, il y a deux façons de l'ouvrir. Open board, c'est-à-dire que là, vous allez l'ouvrir dans System Capture. Open Allegro, donc là, vous l'ouvrez dans PCB Editor, donc dans une autre fenêtre. L'intérêt d'Open Board, c'est que là, la carte va s'ouvrir dans un nouvel onglet dans System Capture. Donc là, il va la charger, il va la créer. Vous allez voir, les panneaux vont changer. Il est en train de la créer là. Et elle va arriver. Voilà. Pour l'instant, elle est vierge. Voilà. Donc là, on est dans l'éditeur communément appelé Presto, nouvel éditeur de cadence. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, comment l'utiliser, etc., je vous invite à regarder notre chaîne YouTube. Donc, il y a mon collègue Olivier qui a fait des webinaires sur cet outil. Par défaut, on est en Viewer, on ne peut pas l'éditer. Hein. Depuis la 25.10, on a la possibilité d'éditer la carte directement dans la plateforme. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, vous voyez là, les icônes se sont un peu étoffées. Hein, donc, on peut déplacer les composants, etc., tracer des pistes. On va importer ce qui se trouve sur le schéma. Donc, il suffit de faire un écho update PCB. Et les composants qui sont sur le schéma vont se retrouver là-haut. Mais, hop. Et il suffit ensuite de les placer. Donc là, bon,
vais pas vous faire... Oups, placer les composants. Donc là, je les place comme ça à la va-vite. Tac. Tac. Voilà. Alors, il y a une interaction là qui est forte entre les deux. On est dans le même environnement. Donc, quand je sélectionne un composant, eh bien, il est sélectionné dans ma carte. Si je sélectionne un net, donc là, il va être sélectionné ici dans mon bord. Donc, vous allez pouvoir le router. Donc, il y a une interaction très forte là entre les deux. Okay. Étape suivante, eh bien, on va voir la création de variantes ou la création de comment fonctionnent les variantes. Donc ça, je vais ouvrir un autre projet. Donc, je vais fermer la carte, oui. Alors ici, allez. Alors ce qui est bien dans Système Capture, c'est qu'on peut lancer plusieurs sessions. Donc là, j'ai 2 sessions ouvertes. Je pourrais faire des copier-coller d'un projet à un autre. Donc, vous pouvez ouvrir autant de sessions de Système Capture que vous voulez sur une même machine avec seulement une licence. D'accord. Alors ici, un projet plus complet avec ici, on va travailler avec les différents blocs. Hein. On voit là, ici, là, il y a 3 nets de groupe, il y a des bus, etc. Donc pour descendre dans les blocs, j'ai le droit, on descend. Voilà. Et on va voir ici les notions de variantes. Hein. Donc, j'ai créé une variante précédente qui s'appelle Europe. Alors, pour éditer les variations, les variantes, il y a 2 méthodes, soit directement dans le schéma, soit par un éditeur. Par le schéma, il suffit ici de faire View Europe. Donc là, on bascule. Hein, il y a une petite fenêtre qui indique que vous êtes bien dans la variante Europe. Hein. Vous pouvez en créer plusieurs si vous souhaitez. Et là, ce qu'on a modifié au niveau, ce qu'on a créé comme variante, c'est ici, au niveau du reset. Voilà. Vous voyez les composants là avec une croix, hein, c'est les composants qui sont non montés dans cette variante. Donc si je sélectionne un composant, voilà, ici donc il est non monté. Hein. Si vous voulez le remonter, il suffit de cliquer. Donc ensuite, si vous voulez non monter un groupe de composants, vous le sélectionnez, vous ne le montez pas. Hein, donc vous voyez, c'est très simple. Autre ici, variante, on peut remplacer un composant par un autre. Vous voyez la résistance de 620, ici, si on regarde dans le panneau de droite, elle était remplacée par une résistance de, c'est un peu en bas, de 620. Celle de la base était de 240. Hein. Remplacer un composant par un autre. Donc, soit au niveau du schéma, soit au niveau d'un éditeur qui est ici. Voilà. Alors, on peut retrouver, donc, on peut avoir également plusieurs variantes. C'est une variante d'Europe. On retrouve les composants qui ne sont pas montés. Bon, par exemple, si vous décidez, bon, la capacité C1, je ne veux pas la monter, de ce panneau-là, vous pouvez également le décider. Là, il y a quand même quelque chose que vous pouvez pas faire au niveau du schéma. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des fonctions, donc fonctions ampli, fonctions vidéo, en insérant les composants. Et la fonction, vous décidez de la monter ou pas la monter selon les variantes. Okay. On peut également définir des alternats de composants et remplacer un composant par un autre. Si jamais il y a un problème d'approvisionnement, vous pouvez choisir un autre composant. Donc, il y a un peu plus d'options dans cet éditeur. Alors, je vais refermer mon panneau. Et on va passer aux différentes analyses. Et d'abord aux analyses qu'on peut effectuer sur le schéma. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle l'audit du schéma. On fait selon une certaine règle. Alors, les règles ici, il faut les définir dans ce panneau-là. Vous voulez sauvegarder. Donc, voilà la règle. Alors, il y a différentes catégories de règles, des règles de connectivité, des règles graphiques. Donc là, il va se surveiller s'il n'y a pas des composants qui sont superposés. Donc ça, c'est une erreur qui est fatale. Donc on peut la descendre en erreur ou warning, etc. Donc ça, sur chaque erreur, vous pouvez décider de la lancer ou pas. C'est selon ce que vous souhaitez faire, selon le protocole société ou autre. En connectivité, par exemple, là, s'il y a des composants qui sont flottants, hein, les capacités, etc. Donc il va vous l'indiquer. Donc vous sélectionnez les règles et ensuite vous lancez l'audit.
Okay, le but, c'est d'avoir que tous les règles soient respectées. Donc là, je ne vais pas lancer l'audit en direct parce que c'est un peu long. On va aller voir les résultats qui sont ici. Donc là, vous voyez, dans le gestionnaire de projet, ben, vous pouvez avoir vous avez les schémas, mais également tous les résultats, même les variantes qui sont là. Vous décidez de tout afficher. Alors, au niveau des résultats, voilà ce qu'on obtient. Donc, tous les résultats dans le système capture se présentent sous cette forme. Vous avez toujours, c'est un camembert, et là, type de composant, et en bas, un panneau avec les erreurs, les messages, etc., les composants qui dépassent leurs caractéristiques, par exemple. Donc là, il y a ici 48 erreurs, hein, ça représente 15% des erreurs. Donc on peut sélectionner le panneau. Et ensuite, ici, des problèmes de connectivité, essentiellement, donc on les sélectionne. Donc, on va voir aussi sur le type connectivité. Donc, il nous dit que sur la pin qui se nomme ref-clk du composant U12, le nœud PO USB 24MRE n'est pas connecté à une broche de type clock. Alors, à partir de ce panneau, on va aller voir ce qui se passe au niveau du schéma. Donc là, pour système capture, ça, c'est une broche de type clock, puisque ça s'appelle ref-clk. Okay. Par contre, il nous dit que ce signal-là n'est pas connecté à une pin de type clock. Alors, option là qui est pratique dans un système capture, la navigation. Ça permet de voir comment le signal véhicule transite à travers les blocs dans votre conception. Donc là, on est dans la partie USB, c'est ici. Okay. Donc, il remonte au niveau du bloc là, et ensuite il redescend dans un autre bloc qui est là. Et on voit bien ici l'erreur est due à ça, c'est-à-dire que ce signal-là est connecté à la pin qui s'appelle 2, qui n'est pas du tout une pin clock pour système capture, d'où le message. Bon, ce n'est pas un message hyper important. Donc là, on pourrait éventuellement passer cette erreur en wave. Okay. Donc voilà pour ce qui concerne l'audit du schéma. Vérifier si toutes les règles de conception sont validées au niveau de votre schéma. Autre analyse qu'on peut faire au niveau du schéma, l'analyse de stress. Alors avant de le lancer, comme tout à l'heure, il faut la configurer. Donc là, c'était l'audit. Là, c'est le stress. Alors, que va faire Système Capture lorsqu'on lance cette analyse? Eh bien, il va d'abord découper le schéma en petits circuits. Il va simuler le circuit avec PSpice et ensuite, il va simuler également avec l'analyse SMOC de PSpice. Okay. Et SMOC, pour les gens qui connaissent PSpice, ça va permettre de détecter si les composants dépassent les caractéristiques maximales préconisées par les constructeurs. Voilà, les caractéristiques, ça peut être une puissance, une température, des tensions sur des diodes, sur des transistors, des courants, etc. Donc, dans cette analyse, vous pouvez la faire pour différentes températures et vous pouvez également appliquer des coefficients de derating. Donc, il y en a par défaut, mais vous pouvez les customiser. Donc, les derating, c'est-à-dire qu'on va dégrader virtuellement les caractéristiques max des constructeurs, ce qui permet d'améliorer la fiabilité du système. Au niveau de chaque composant, vous avez ici les caractéristiques qui vont être étudiées lors de l'analyse. Bon, sur la résistance, R1, donc on a la puissance max ici, 63 milliwatts. Si on dépasse ça, là, le composant va être en défaut. Okay. Il y a la tension max, 50 volts par exemple. Si je regarde les diodes, donc là, c'est d'autres caractéristiques. C'est le courant direct, courant inverse, tension inverse. Donc ces paramètres-là, je préfère bien sûr les définir au niveau des librairies, une fois pour toutes, comme ça, quand vous faites une nouvelle conception, ben, vous avez les bons paramètres et vous lancez immédiatement l'analyse. Et vous observez les résultats. OK. Il y a également ici les résistances thermiques, jonction boîtier et boîtier ambiant. Donc, vous pouvez définir qui permet de calculer la température des semi-conducteurs. Donc, pour pouvoir vérifier tout ça, ben, vous lancez l'analyse. Donc là, pareil, on va gagner un peu de temps, on va aller voir les résultats. Hein.
ici. Donc toujours la même présentation, hein, le petit camembert et le type de composants. Donc là, il y a quelques composants qui ici sont modérés, c'est-à-dire qui dépassent, ils sont compris entre 50 et 75%. Hein, leur max, donc, par exemple ici. Sur le composant IC, le I26, hein, puissance max 500 mW, on est à 343, vous voyez, on est à 69%. Ici, pareil, un courant direct sur la diode, 12 milliampères, on est à 12 milli, le max c'est 20, donc on est à peu près à 63. Si jamais vous dépassez les 100%, donc là, il va falloir modifier soit votre schéma, soit le composant. Donc d'abord, il faut le retrouver dans le schéma. Donc là, il y a une interaction entre le résultat et le schéma. Donc la petite diode là, c'est plutôt une LED, et là. Donc ensuite, vous pouvez déjà vérifier ces caractéristiques. Relancer éventuellement, là, vous pouvez modifier, relancer des simulations pour voir si c'est effectivement ça qui va améliorer les choses. Et en final, vous pouvez bien sûr remplacer ce composant par un autre, en fonction du place. Voilà pour cette analyse de stress, donc, qui va vérifier si les caractéristiques, si les composants ne sont pas trop stressés lors de cette analyse. On va passer à notre analyse qui s'appelle l'NTBF, qui va calculer l'espérance de vie de la carte. Alors avant de lancer, toujours pareil, il faut ici la configurer. Alors contrairement aux deux autres qui sont compris dans le package artiste, là c'est compris, il faut avoir un designer, j'ai la licence ici designer, pour pouvoir lancer cette... alors je suis dans topologie extérieure, je me suis trompé de menu. C'est ici, pardon. Il faut la configurer. Alors, il y a deux normes qui sont disponibles dans l'outil. Il y a FIDES et la norme 217, norme américaine, 217F militaire américaine. Donc là, il faut choisir, vous voulez étudier comme standard, inclure ou pas les résultats d'analyse de stress, ce qui permet d'avoir des résultats plus optimistes. Là, c'est très pessimiste, donc il va prendre les valeurs max, en fait. Choisir dans quel environnement placer votre carte, soit sur la Terre, soit sur un missile, etc. Choisissez. Et l'espérance de vie souhaitée sur votre carte. Vous pouvez également la différentes températures. Cette analyse sur différentes températures. Donc ça, c'est pour la norme 217F. Pour la mode FIDES, c'est un peu plus précis. Donc là, il faut ici spécifier un profil. Donc il y a différents profils. Donc je prends le standard, le profil. Vous allez indiquer sur une année calendaire combien d'heures. Par exemple, la carte est en repos, stop, est en fonctionnement. Les cycles, par exemple, combien de cycles par an, donc 325, donc tous les jours, elle s'arrête 14 heures et elle marche 10 heures. Les températures, fonctionnement, à l'arrêt, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment un profil de fonctionnement très précis. Et ensuite, vous lancez cette analyse d'NTBF. Alors, comme tout à l'heure, résultat, toujours le même panneau, le petit camembert, les types. Donc là, la norme 217, pas de stress, on est très pessimiste. Sur Terre, et là, un environnement bénin. Ici, on a l'espérance de vie de la carte, 35 ans. Donc, on avait estimé un target de 20 ans, donc on est bien au-delà. Et ici, tous les composants sont en vert. Donc, on est au-delà de l'espérance de vie des composants. Là, il nous a qu'à taux de panne, un TBS sur chaque composant. Donc, ce sont les connecteurs là, qui sont un taux de panne le plus élevé. Autre résultat, en tenant compte du stress, ici, et dans un environnement sur un navire non protégé, en salin, toujours à la norme 217, et on voit qu'il y a ici 16 composants qui sont modérés, donc tous les connecteurs qui sont une espérance de vie là qui est un peu moindre. Ici, on n'est pas en vert, ici on est au milieu. Et la carte, là, espérance de vie, 4 même pas 5 années. Okay.
Donc là, il faudrait soit revoir la conception, hein, si vous voulez prolonger la durée de vie de la carte, soit changer de composant pour avoir des composants un peu plus fiables. Voilà, on va fermer ça. Ensuite, autre analyse Power Tree. Donc ça permet d'étudier les tensions d'alimentation. Alors comme tension d'alimentation, je vais utiliser là pour étudier toutes les tensions d'alimentation. Hein. Là, je vais étudier la tension 3,3 et voir si les composants sont bien alimentés en 3,3. Ici, le régulateur qui est là, hein, bien injecte assez de courant, hein, pour alimenter tous les composants qui sont sur ce rail. Alors ce rail, il s'appelle ici N229 Tartampion, ben, c'est le même nom que je retrouve ici. Le régulateur, ici, hein, sur la pinoche, donc c'est DC source, ça c'est le champ mécanique, hein, c'est cette pin-là qui fournit le courant. On peut l'indiquer le max, ici 300 milliampères. Si je regarde l'arbre qui a été créé à partir de ceci, on retrouve ici mon régulateur avec la broche plus 6, pardon. Je vais faire un zoom. Voilà. 6. Et ici, les composants qui sont sur mon rail de 3,3, donc ma petite résistance, ici les composants. Alors, votre travail, ça va être de définir au niveau des broches d'alimentation, le courant, ici, que va consommer votre composant. Il va consommer ici 100 milli, la tension 3,3 et une tolérance. Il faut que ça rentre 2% de tolérance. Et ensuite, vous lancez la simulation. Alors, il y a deux simulations possibles, hein, qu'on peut effectuer ici. Pre-layout, c'est-à-dire que là, ça va utiliser exclusivement le design. Hein. Ici, post-layout, c'est-à-dire que là, ça va utiliser la carte qui est routée et ça vous permet de calculer les airdrops. Donc ça, pour faire ça, il faut une licence de type Security X Aurora ou de token. On va lancer ici au niveau du schéma. Ok. Donc ça va assez vite, hein, c'est du Spice. Hein. Il va être extrait et simulé IP Spice. Ok, donc voilà le résultat. Donc au niveau des IC, ici, si je regarde, il y en a un qui est en faute. C'est le régulateur en fait. Hein. Et ici, il était limité à 300 milli, là il consomme à 360, hein, donc il dépasse ses caractéristiques, hein, de 60 milliampères, pardon. Donc soit vous avez fait peut-être une erreur, vous avez dit qu'un composant consommait trop, donc il faut revoir la consommation de vos composants, soit le régulateur il est pas assez costaud, donc il va falloir changer. Par contre là, au niveau ici, les 3,3 sont bien respectés, sur tous les composants, il n'y a pas trop de chute de tension dans le rail d'alimentation. Dernière analyse qu'il est possible de faire, l'analyse thermique. Alors l'analyse thermique qui est possible de réaliser avec Allegro X Designer, l'analyse thermique sur une carte qui n'est pas routée. C'est-à-dire que là, on va étudier exclusivement le placement. Hein. Ça va être utile pour le placement des composants. Alors, la température va être calculée à partir de quoi? À partir des puissances dissipées et également à partir des résistances thermiques des boîtiers. Les puissances dissipées proviennent soit du calcul, le calcul qu'on vient de voir, hein, Power Tree, la tension d'alimentation, soit de l'analyse de stress. Alors ici, au niveau des résultats, ici, on a la liste des composants. Ici, bon, tout est vert, donc il n'y a pas de composants qui chauffent anormalement. Hein. Ici, on a un petit tableau ici, pas un tableau, une présentation commune. Sur l'axe X, on a ici la température qui a été augmentée. Donc on a 10% d'augmentation. On a même un composant là qui a plus de 50 degrés d'augmentation. On peut classer les composants selon la température estimée sur le board. Là. Donc les composants en fait qui chauffent le plus, c'est les composants, hein, qui étaient définis dans mon arbre.
hein, tout à l'heure, mon arbre celui qui consommait hein, le plus sur mon arbre de 3,3. Par contre, là, vous voyez, il y a une capacité qui consomme au niveau puissance microwatts et qui chauffe pas mal, 73. Alors, pour voir le pourquoi de cette chose, on peut ici éditer directement sur la carte. Donc, on va charger la carte et on va charger les résultats d'analyse thermique pour voir où se situent les composants qui chauffent le plus sur la carte, hein, pour pouvoir ensuite optimiser le placement par rapport à ces températures de composants. Donc là, on tombe dans Presto, l'environnement Presto. Donc il va me charger la carte. Hop, voilà, on va faire un domicile. Voilà, donc résultat, ici. Donc on va en couleur rouge, hein, c'est le composant qui chauffe le plus. Donc là, si je laisse mon curseur, ben là, c'est le composant U5. OK. Alors ici, la table, on va retrouver ici la table de tous mes composants. On peut également les trier. Voilà. Donc ici, U5, hein, c'est lui qui chauffe le plus. Et ma petite capa, hein, vous voyez qui chauffe pas mal, hein, 73 degrés là. En double-cliquant, il la trouve sur le schéma. Il y a une interaction entre le schéma, le tableau de résultats et bien sûr la carte. Donc on voit que ma capa est ici à 259. Et elle chauffe, c'est pas elle qui engendre la chaleur, hein, c'est le composant U33 qui est à côté, hein, qui fait chauffer son environnement et qui fait que la capacité ici a une température un peu élevée. Donc si ça chauffe trop, si vous avez un composant sensible, là, ben, hein, vous avez la possibilité de faire un move, de déplacer les composants les plus sensibles par rapport aux grosses sources de chaleur que vous avez au niveau de votre carte. Donc ça permet ici, cette étude, d'optimiser le placement par rapport à la température. Voilà, alors, est-ce que je tente de faire la dernière analyse? Bon, très vite fait, analyse au niveau de la carte. Là, ici, comme tout à l'heure, je peux charger la carte complète, un routage qui a été routé, et vous montrer qu'on peut également faire des analyses là sur la carte. Donc là, on rebascule dans mon Presto, mais on reste dans système capture. Là, donc la carte, on voit qui a été routée là. On voit ici les analyses flow. On voit la thermique qu'on vient juste de faire. Et ici, vous pouvez, avec une licence designer ou artiste, faire des analyses impédance coupling. Toutes les autres analyses, il faut avoir une licence un peu plus costaud, type Security X Aurora. Donc, toutes ces analyses, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, comment les paramétrer, il y a également une vidéo sur notre chaîne YouTube concernant ces analyses, notamment un webinaire qui a été fait sur Aurora. Donc, résultat rapide, hein. Je termine par ça. Impédance flow, donc on peut charger ici les workflows. Donc, les nets sont déjà sélectionnés. Charger le résultat pour aller plus vite. Oups, voilà. Et voilà. Je fais un zoom, voilà. Donc, la résistance de impédance ici, de mon bus D2R3, les 8 bits de données, hein, ici on voit des DQ, et là c'est la paire différentielle, il y a une paire différentielle qui a une, tandis que la largeur est un peu épaisse, une impédance qui est un peu différente, mais tous les bus de données, hein, c'est un routage qui est très bon, hein, ont la même impédance. Hein. Ici, pour voir l'impédance de la paire différentielle, il faut swapper. Et on voit que la paire différentielle a une impédance, elle, autour de 90. Hein. C'est également correct comme résultat. Donc là, ça permet de vérifier l'impédance de vos pistes différentielles ou pas. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans la rubrique questions-réponses. Des questions-réponses. Merci. Je reprends la main. Simple. Pour finaliser, le temps que
que Stéphane prenne connaissance un petit peu des questions qui ont été posées pour y répondre. Juste un petit point, comme toujours, pour aller plus loin. Aujourd'hui, si vous voulez évaluer Allegro System Capture, on vous propose, on peut vous faire le prêt d'une licence et on peut aussi réaliser des démonstrations à vos équipes. Si vous souhaitez démarrer un projet System Capture de la même manière, on peut vous accompagner dans la migration de capture DEHDL vers System Capture. Et puis, évidemment, si vous voulez vous former, je sais qu'il y a eu des questions dans le questionnaire sur les formations. Oui, nous avons une formation système capture, donc qui s'appelle formation SysCap. Voilà, donc n'hésitez pas dans l'ensemble. Avant de passer la main aux questions, moi, je voulais remercier Stéphane et surtout pour d'avoir bien illustré l'intérêt d'avoir dans un environnement de saisie de schéma, le domaine de la conception, donc de la saisie de schéma, et le domaine du PCB, où effectivement, on a ces échanges et ça permet d'aller plus vite, d'aller plus loin et de façon plus sereine pour les équipes.